Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes des architectes, des développeurs, développeuses, des spécialistes de la data, des spécialistes de l'intelligence artificielle. Vous travaillez actuellement sur des applications d'IA générative et vous aimeriez en savoir plus sur les bonnes pratiques et les architectures de référence pour la data pour l'IA générative. Dans cette session, vous allez découvrir deux architectures de référence pour l'IA générative ainsi que des conseils pour la bonne utilisation de vos data pour l'IA générative. C'est une session technique avec un niveau plutôt introductif. Je m'appelle Étienne, bienvenue à la session Les architectures de données pour l'IA générative. Je suis accompagné aujourd'hui de mon collègue Vincent qui prendra la parole dans quelques minutes pour la partie technique. Je ne vous ferai pas l'affront de vous expliquer ce que c'est que l'IA générative et vous faire une petite présentation et une introduction sur l'IA générative. C'est un sujet qui est évidemment dans tous les esprits aujourd'hui et qui est dans tous les esprits depuis plusieurs mois maintenant. Je voudrais simplement mentionner quelques rappels sur cette innovation technologique. La première, c'est que c'est une innovation qui peut transformer tous les secteurs d'activité. Autrement dit, on est sur une innovation technologique qui est horizontale en termes d'industrie. Les gains de productivité de l'IA générative, on va pouvoir les retrouver dans tous les domaines, et les gains de revenus liés à l'IA générative également. C'est une technologie qui est actuellement encore exploratoire, même si on a tous été déjà mis au courant à propos de l'IA générative. Ça reste une technologie exploratoire qui est relativement récente à l'échelle de l'IT, de l'informatique et des technologies. Et donc c'est important, par exemple, de s'assurer que vous êtes accompagné par des acteurs qui vont vous aider à être toujours au courant des dernières nouveautés. On est encore exploratoire. Les modèles qui sont les meilleurs aujourd'hui ne seront probablement pas les meilleurs dans 6 mois, ni dans un an. Donc il est critique pour vous d'être accompagné par des acteurs qui vont vous mettre à votre disposition les dernières innovations, les derniers modèles, demain, après-demain, dans 6 mois, dans un an. Deuxième message important, l'IA générative vous demande de prioriser vos use cases de manière assez stricte. Autrement dit, aujourd'hui, c'est tellement large comme innovation qu'il est très important également d'être assez lucide sur la manière dont on priorise les projets qu'on va essayer de démarrer en premier, les projets qu'on va prioriser, ceux qu'on va laisser de côté pour l'instant. Ces deux rappels sont ceux sur lesquels on va commencer. Être accompagné par un acteur ou des acteurs qui vous mettent les dernières innovations entre les mains et également prioriser tous vos projets. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la partie data pour l'IA générative. Pourquoi cette partie data? Parce que, et vous connaissez maintenant, je pense, toutes et tous, la métaphore de l'iceberg. Lorsqu'on développe une application qui utilise l'IA générative, on peut avoir tendance à se concentrer uniquement sur la partie émergée de l'iceberg qui est le modèle d'IA générative, le LLM, Large Language Model, le grand modèle de langage pour le texte, ou le LVM, son équivalent pour la vidéo. Et bien sûr, votre application n'a pas besoin uniquement d'une IA générative. On peut avoir tendance à se concentrer uniquement sur cette partie IA générative, cette partie modèle, le LLM. Et évidemment, votre application a besoin de beaucoup plus que simplement une IA générative. Votre application, c'est une application logicielle. Et donc, comme toutes les applications logicielles, elle va avoir besoin de stockage, de base de données, elle va avoir besoin d'une interface utilisateur, peut-être d'une API, d'un composant de streaming. Toutes ces briques logicielles ne sont pas fournies par l'IA générative. Le modèle d'IA générative ne vous donne pas par défaut une API, du streaming et une interface utilisateur. Donc il est important, évidemment, d'avoir en tête que cette brique d'IA générative que vous apportez à votre nouvelle application est une brique parmi d'autres. Les autres briques sont des briques que vous connaissez déjà et sur lesquelles vous avez à nouveau besoin de vous appuyer. L'objectif de cette session, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on marie ensemble cette nouvelle brique d'IA générative avec une architecture de données moderne. Lorsqu'on regarde on va pas lire tout le paragraphe ensemble, lorsqu'on regarde juste la première ligne de ce paragraphe sur ce que devraient savoir tous les CEO à propos de l'IA générative, l'élément vital de l'IA générative, c'est l'accès fluide à des données adaptées à un contexte. Le contexte, c'est important, on va en reparler, on va revenir dessus plusieurs fois avec Vincent. On veut améliorer nos résultats d'IA générative avec du contexte spécifique à vos clients, à vos employés, à vos process, à votre jargon, à votre marque entreprise.
la data, la donnée, elle est importante pour ça. Si vous utilisez un modèle d'IA générative générique, il ne sera pas adapté à votre entreprise, pas adapté à vos équipes. Nous, on a tendance à dire chez AWS que les données pour vous, dans votre application d'IA générative, ça constitue un facteur important de différenciation. Pourquoi est-ce que vous avez envie d'utiliser plutôt une IA générative qui connaît votre entreprise et vos clients plutôt qu'une IA générative générique? C'est une question qui est quasi rhétorique. Il y a au moins deux réponses que je veux partager avec vous. La première, c'est qu'évidemment, vous allez améliorer la performance de votre application qui utilise l'IA générative avec les données de vos clients ou les données internes à votre entreprise. L'autre explication également, c'est qu'une IA générative générique, elle est la même pour tous. Autrement dit, vos concurrents et vous-même bénéficiez du même modèle d'IA générative et vous ne pouvez pas vous différencier uniquement sur la base de ce modèle d'IA générative. Vous allez avoir besoin de le modifier, de l'améliorer pour qu'il soit adapté à votre use case, à vos clients, que ce soit des clients internes ou des clients externes. Donc les données sont un grand facteur de différenciation pour votre application, de manière générale, mais en particulier ici quand elle utilise de l'IA générative. Je voudrais maintenant vous donner 3 exemples relativement rapidement, des exemples qui sont issus de nos discussions avec des clients, qui sont anonymisés ici, mais qui sont des discussions réelles qu'on a avec nos clients régulièrement sur, pour mon use case, pourquoi est-ce que j'ai besoin de données spécifiques et que je ne peux pas simplement utiliser un modèle d'IA générative générique. Le premier exemple, c'est l'assistant de voyage. Vous voulez partir en voyage ou en vacances, vous voulez construire un trajet qui est adapté à vos envies, mais vous ne savez pas exactement ce que vous voulez faire, sinon vous n'auriez pas besoin d'un assistant de voyage. De quelles données on a besoin? Quelles données peuvent améliorer l'expérience client? Et bien, vous avez d'abord des données du côté client, l'historique de ses voyages précédents, l'historique de ses recherches sur des destinations, ses préférences de voyage que vous avez enregistrées, et puis des données de l'entreprise. Vous allez connaître votre inventaire de vols et des hôtels. Vous ne voulez pas proposer à un client un endroit, une destination où il n'y a plus d'hôtels disponibles ou bien plus de vols. Les promotions disponibles en ce moment, au moment où vous conseillez votre client sur telle ou telle destination, ou bien des informations que vous avez déjà proposées à des voyageurs qui ont des recherches similaires. Si vous utilisez une IA générative qui est générique, autrement dit, vous ne lui fournissez pas cet ensemble de données, les résultats seront moins pertinents, moins adaptés à la fois à votre entreprise et aussi évidemment aux clients qui font des recherches. C'est un exemple qui vous montre à quel point vous avez besoin d'inclure des données dédiées à votre application d'IA générative. Deuxième exemple, c'est vous faites partie d'un département marketing, vous voulez créer du contenu marketing à la volée. Par exemple, vous voulez faire des publicités pour certains de vos produits, vous voulez générer des images publicitaires pour certains de vos produits. Si vous utilisez l'IA générative générique, le modèle par défaut de base, il ne va pas connaître évidemment votre inventaire en temps réel. Le modèle ne connaîtra pas le guide de votre marque. Comment est-ce que vous parlez de vous, quel est le langage que vous utilisez, quel est votre charte graphique, la partie visuelle, votre identité visuelle. Ou bien quelles sont les publicités que vous avez déjà créées précédemment et dont vous pourriez vous inspirer pour les suivantes. C'est un deuxième exemple qui vous montre bien que vous avez besoin de données spécifiques pour améliorer votre application d'IA générative. Le troisième exemple que je vais vous citer, c'est la recherche conversationnelle, c'est l'assistant conversationnel. Si je veux par exemple fournir, c'est un cas d'usage qui est relativement classique, alors classique à l'échelle de l'IA générative, qui est un domaine qui a maintenant peut-être 2 ans pour le grand public. Je veux fournir à mes équipes en interne, vous voulez fournir à vos équipes en interne un chatbot, un assistant conversationnel pour qu'ils puissent rechercher par exemple des données dans votre base de données d'entreprise. Eh bien, vous ne pouvez pas utiliser un modèle d'IA générative classique. Vous allez vouloir lui adjoindre des informations de messagerie, peut-être les guides internes et la documentation, peut-être SharePoint pour votre documentation interne. Voilà. Sur ces 3 exemples, l'assistant de voyage, la création de contenu publicitaire et puis la recherche conversationnelle, on voit bien qu'on a besoin d'avoir pas simplement l'IA générative générique, mais des données. Et maintenant, la question évidemment, c'est comment est-ce qu'on fait cette partie adaptation des modèles d'IA générative à mes données, à vos données d'entreprise et vos données clients. Il y a plusieurs manières, il y a plusieurs grandes familles qui permettent d'adapter, plusieurs familles de méthodes pour adapter un modèle d'IA générative à vos données. Je vais les séparer en 2 grandes familles, la une et puis on traitera 2 et 3 après. La première grande famille, c'est les méthodes qui permettent de ne pas toucher au modèle sous-jacent. Autrement dit, on n'a pas les ressources ou pas le besoin de toucher au modèle sous-jacent. Dans ce cas-là, on va plutôt dans cette famille, on va retrouver une méthode qui s'appelle le RAG, Retrieval Augmented Generation, qui est une méthode qui, donc, encore une fois, ne touche pas au modèle sous-jacent. Et simplement, dans cette méthode, il y a une étape supplémentaire avant d'interroger le modèle. C'est-à-dire que entre le moment où vous posez la question au modèle,
que vous voulez demander, par exemple sur votre voyage ou sur une documentation interne. On va avoir une première étape qui va être de faire de la recherche sémantique dans une base documentaire, et les résultats de cette recherche sémantique vont être intégrés au contexte que vous donnez au modèle par la suite. Autrement dit, on a une étape supplémentaire juste avant d'interroger le modèle, on prend votre question, on récupère des documents qui sont proches de la question que vous avez posée, et on fournit tout ça au modèle avec votre question. Vincent, par la suite, va vous présenter une architecture de données moderne pour supporter le RAG. Donc ça, c'était la première famille, je ne touche pas au modèle initial. Il y a ensuite une famille de méthodes pour adapter les modèles d'IA générative, qui sont des méthodes où on va modifier le modèle d'IA générative. Et là, on le sépare en général en deux sous-familles, on va dire. La première, c'est la 2 au milieu, on appelle ça le fine-tuning en anglais, donc le réglage fin, l'ajustement du modèle, où là, on va fournir au modèle un ensemble d'exemples de questions-réponses, et on va modifier une petite partie du modèle, on dit techniquement une partie des paramètres, pour que le modèle apprenne des exemples que vous lui donnez. Vincent, encore une fois, vous présentera juste après un exemple d'architecture pour pouvoir faire du fine-tuning de modèles d'IA générative. Enfin, encore dans la famille de la méthode qui est de dire je vais modifier le modèle pour que le modèle soit adapté à mes données, on a, donc c'est le numéro 3 ici, vous entraînez votre propre modèle de zéro. C'est souvent beaucoup plus long et beaucoup plus coûteux, c'est plus complexe. Donc c'est adapté à un nombre restreint de use cases, mais c'est quand vous avez un grand volume de données à disposition et que vous voulez entraîner le modèle de zéro uniquement pour votre entreprise et pour votre use case. Voilà sur les grandes familles, une présentation assez rapide et un balayage assez rapide des méthodes pour adapter les modèles d'IA générative aux données de votre entreprise et de vos clients. Et je vais maintenant laisser la parole à Vincent qui va vous montrer dans le détail comment nos clients font et comment est-ce qu'on les accompagne. Merci Étienne. Alors je vais reformuler un peu ce qu'a dit Étienne sur le RAG. Le RAG, comme il l'a expliqué, très bien expliqué, on ne touche pas au modèle. L'idée, c'est de fournir du contexte en temps réel. Voyez ça un peu comme un ingénieur de prompt qui va compléter le prompt de l'utilisateur initial avec des données de contexte à la fois situationnel et sémantique, et on va passer tout ça au modèle pour avoir une réponse plus appropriée. C'est clairement le pattern le plus courant qu'on voit. Pourquoi? Parce qu'il est plus simple à implémenter. On va voir après le fine-tuning et l'entraînement nécessitent un peu plus de ressources. Et surtout, il y a une différence majeure, c'est que quand vous avez besoin de données assez fraîches et que ça a un impact significatif sur la réponse du modèle, vous allez clairement vous orienter sur du RAG. Parce que l'entraînement et le fine-tuning, ça demande des ressources. Ça peut être coûteux. Vous ne faites probablement pas ça tous les jours. Contrairement à un pattern RAG où vous pouvez ingérer des données en temps réel et fournir ce contexte en temps réel. Alors avant de rentrer dans le détail de l'architecture, on va voir une petite démo, c'est juste pour que vous puissiez faire le parallèle entre ce qu'il y a dans l'application et les composants dans l'architecture de référence. Donc c'est une démo d'un chatbot conversationnel qui sert à faire des devis d'assurance, de couverture d'assurance. Et vous allez voir qu'en fait, en premier lieu, le prompt de l'utilisateur est assez simple, il y a très peu d'informations. Donc il y a une première étape, pardon, je suis dans l'écran. Il y a une première étape qui consiste vraiment à récupérer des informations du contexte qu'on appelle situationnel. Quel est le modèle de voiture? Quelle est l'adresse? Quelle est la composition du foyer? C'est assez classique comme données, il n'y a rien de particulier, on va juste récupérer des infos dans les back-ends de données. Mais après, il y a une deuxième étape qui est vraiment l'enrichissement sémantique. Et c'est là où le RAG va intervenir. On va utiliser le profil de l'utilisateur et rechercher tous les devis similaires qui ont été demandés. On va pouvoir, par exemple, proposer des couvertures de risque qui ont été demandées par des profils similaires. On va pouvoir aussi interroger des compagnies d'assurance qui ont été demandées aussi par le même type de profil. Donc l'idée, c'est vraiment d'être beaucoup plus pertinent pour pouvoir ensuite interroger le modèle LLM et avoir la réponse la plus pertinente et le coût, un devis vraiment compétitif pour cette assurance. Comment ça se passe en coulisses? On a donc une architecture assez conceptuelle pour l'instant, on va descendre dans le détail un peu plus tard. Donc en premier lieu, on a un prompt, comme on l'a dit, l'utilisateur envoie un prompt à l'application d'IA générative, dans laquelle on va extraire les mots-clés qui sont importants. Et c'est là où intervient ensuite l'enrichissement avec le contexte. Je vous ai parlé de deux contextes différents, situationnel en haut, sémantique en bas. Le situationnel va simplement interroger des bases de données pour récupérer par exemple le modèle de voiture ou l'adresse. L'enrichissement sémantique, lui, va aller faire des recherches de similarité dans une base vectorielle, dans une base de connaissances, sous forme de vecteurs. Une fois qu'on a ce contexte enrichi,
on va pouvoir augmenter le prompt de l'utilisateur, passer plus d'informations de contexte au LLM qui va répondre de manière plus pertinente à l'utilisateur. Donc vous voyez qu'en fait, le back-end de données, il est hyper important en RAG. Il est hyper important pour fournir à la fois le contexte situationnel et sémantique. Vous avez probablement derrière des entrepôts de données, des data lakes, et il va falloir utiliser les LLM pour générer des vecteurs qui vont vous permettre de faire cette recherche de similarité, recherche sémantique. Donc je vais faire un petit focus maintenant sur la création des vecteurs. Qu'est-ce que c'est? Ce qu'on appelle les embeddings en anglais. Pour que vous compreniez bien à quoi sert cette recherche sémantique et comment on augmente le contexte. Donc vous avez votre donnée source, c'est une donnée non structurée, document, de la vidéo, de l'audio ou de l'image, et vous allez commencer par la tokeniser. Donc la tokeniser, ça consiste à découper en éléments sémantiques ce document. Vous allez ensuite la vectoriser à l'aide d'un LLM, là encore, qui va générer une représentation numérique de votre donnée dans un espace vectoriel, dans un espace multidimensionnel. Donc quand vous avez cette représentation vectorielle, vous allez pouvoir la stocker dans une base vectorielle qui va vous servir à faire de la recherche de similarité. Donc là, on va voir un peu plus tard dans nos produits quels sont les algorithmes qui sont disponibles. Mais l'idée derrière, c'est de dire si vos vecteurs sont proches dans l'espace vectoriel, ça veut dire que du point de vue métier, vous avez une similarité. Donc si on refait le lien avec la démo, ça veut dire que le profil utilisateur est proche d'un autre profil où j'ai déjà eu un devis et je sais ce que l'utilisateur a demandé. Donc je peux suggérer d'utiliser les mêmes données en entrée, à savoir quelle couverture de risque et quelle compagnie d'assurance je consulte. Donc l'idée derrière, c'est vraiment d'enrichir le prompt. C'est comme si vous aviez un prompt engineer derrière qui augmente le prompt initial de l'utilisateur pour pouvoir fournir plus d'informations au modèle et avoir une réponse plus pertinente. Alors maintenant, on va passer sur l'architecture de référence. On va faire un peu un zoom, voir les différents composants et comment AWS peut vous aider à les implémenter. Donc en composant central, on a déjà des bases de données. Vous avez vu que c'est important pour fournir le contexte. On a des bases de données qui peuvent servir à l'historique de la conversation. On reviendra, mais c'est intéressant de réutiliser ce contenu. On a des bases de données d'entreprise, des entrepôts de données, éventuellement des data lakes qui vont fournir le contexte situationnel. Donc on va compléter le profil de l'utilisateur. On a bien sûr les bases vectorielles qui vont servir à faire la recherche de similarité, la recherche sémantique. Et bien sûr, le composant LLM qui, lui, va générer tout ça et faire une réponse à l'utilisateur. Et on peut découper l'architecture en deux. On a vraiment le chemin critique sur la gauche, qui est vraiment les interactions utilisateurs, où est l'application qui reçoit le prompt et qui va interroger les différents composants. Donc il y a une notion d'orchestration à avoir dans cette partie-là. Et on a le back-end de données, qui va servir vraiment à alimenter toutes les bases de données, les bases vectorielles, les bases situationnelles et aussi le modèle. Sans oublier que pour passer à l'échelle, là on voit une application d'IA générative, mais il faut penser que vous en aurez plusieurs. Il faut penser que vous avez plein de sources différentes, donc il faut aussi répondre à cette problématique d'intégration de données et de gouvernance de bout en bout pour vous assurer que vous avez les bonnes données avec la bonne qualité et que vous y accédez de manière complètement sécurisée. Alors, si je fais un zoom sur la partie de gauche, le chemin critique, on va voir les différents flux de données. Donc, vous avez le prompt initial de l'utilisateur. Il pose sa question, relativement simple, très peu d'informations dans cette question initiale. D'accord ? C'est juste, je veux un devis d'assurance pour une voiture. La deuxième étape, ça consiste à aller récupérer dans l'historique de conversation est-ce qu'il a déjà des informations sur cet utilisateur et sur cette interaction. Troisième étape, on enrichit avec le back-end pour la marque de la voiture, le modèle de voiture, l'adresse, le foyer, etc. Données assez classiques, on va juste chercher des données dans des back-ends. Et ensuite, l'application va générer un premier vecteur. Donc, on va vectoriser tout ce contexte situationnel qui est sous forme très très brute pour l'instant. Via un LLM, on va générer un vecteur qui va nous servir à faire la recherche sémantique. Donc rappelez-vous, recherche sémantique, c'est comparer des vecteurs dans un espace vectoriel. Donc on va pouvoir aller requêter une base vectorielle, lui passer le profil utilisateur sous forme de vecteur et lui demander quels sont les profils identiques ou similaires, donc qui sont proches dans l'espace.
Ensuite, avec ce complément d'information, c'est là où on invoque le LLM avec le besoin initial de l'utilisateur, qui est d'obtenir des devis d'assurance. Le LLM répond, on stocke l'historique de la conversation, très important, et on renvoie la réponse à l'utilisateur. On voit que la base vectorielle et la recherche vectorielle est indispensable dans le pattern RAG. C'est très important. Il y a 2 technologies qui ressortent et qui sont très utilisées par nos clients. Technologie open source, c'est OpenSearch et Postgre avec le module pgvector. AWS fournit des services managés qui vous permettent d'utiliser ces technologies. Donc vous pouvez utiliser Amazon OpenSearch Service en mode provisionné ou en mode serverless. Dans OpenSearch Service, vous avez des plugins qui vous permettent de faire de la recherche vectorielle. Vous avez le plugin KNN, c'est le voisin le plus proche, un algorithme très classique pour la recherche de similarités dans des vecteurs. Ça marche bien si vous avez des données qui sont déjà vectorisées dans OpenSearch. Mais vous pouvez aussi, par exemple, utiliser le module de recherche neuronale dans OpenSearch qui va, lui, directement prendre vos données brutes et créer des vecteurs à partir de ces données brutes. Si vous préférez utiliser PostgreSQL, vous pouvez utiliser Amazon Aurora pour Postgre ou Amazon RDS, qui vous fournissent donc des services Postgre managés et serverless, et met à disposition le plugin pgvector. Donc dans pgvector, pareil, vous avez plusieurs algorithmes de recherche de similarité. Vous avez là encore le KNN, comme dans OpenSearch. Vous avez d'autres algorithmes comme la distance L2, distance cosinus et d'autres à adapter en fonction de votre cas d'usage. Sur la partie de droite, on voit des bases NoSQL. Donc là, c'est plutôt si vous avez des patterns d'accès un peu particuliers. Par exemple, si vous voulez faire de la recherche vectorielle sur des documents JSON, vous pouvez utiliser Amazon DocumentDB. Si vous avez un pattern d'accès clé-valeur, vous pouvez utiliser Amazon DynamoDB, qui a une fonctionnalité 0ETL pour répliquer automatiquement les données dans OpenSearch et utiliser les fonctionnalités de recherche vectorielle d'OpenSearch. Pour de la recherche très faible latence, je vous conseille une base mémoire. Vous pouvez utiliser Amazon MemoryDB for Redis. Et enfin, si vous avez un pattern d'accès où vous mixez un peu du graph et de la recherche vectorielle, vous pouvez utiliser Amazon Netune. Donc avec AWS, vous avez le choix vraiment pour répondre à votre cas d'usage et à votre pattern d'accès aux données. C'est la même chose pour les bases de données plus opérationnelles. On l'a vu, vous vous rappelez, le contexte situationnel, aller chercher des informations sur le profil d'utilisateur. Là aussi, vous avez le choix. Vous avez 3 grandes familles, les bases relationnelles, les bases non relationnelles et les entrepôts de données. Donc vous pouvez utiliser par exemple du MySQL ou du PostgreSQL avec Amazon Aurora, Amazon RDS. On a déjà vu majoritairement le NoSQL. Je reviendrai juste, par exemple, si vous utilisez une API Cassandra, on a aussi Keyspace qui offre du clé-valeur avec une API Cassandra. On a Elasticache pour de la mémoire et le reste, on a déjà vu. Et une base qui est intéressante pour le contexte situationnel, c'est Redshift. C'est un entrepôt de données, un Cloud Data Warehouse, qui est complètement serverless et qui permet de scaler très très bien sur des requêtes analytiques à assez faible latence. Et Redshift fournit aussi une API de données. Donc ça veut dire que vous pouvez interroger directement votre Data Warehouse depuis l'application d'IA générative et lancer des requêtes analytiques. Donc très appréciable pour, par exemple, calculer des agrégats à la volée et en temps réel. Redshift fournit aussi une intégration en temps réel via un bus de streaming. Donc très pratique pour vraiment avoir des données très très fraîches. On a vu la partie chemin critique. On va maintenant voir ce qui se passe dans le back-end, ce que j'appelle le back-end des données en coulisses. Et c'est vraiment important à ne pas négliger. Il faut vraiment nourrir cette application d'IA générative. Donc il vous faut des sources, il vous faut des outils d'ingestion, de traitement, batch, voire streaming, si vous avez des besoins de fraîcheur de données. Si possible, serverless et managé. À ne pas négliger. Je vous en ai parlé tout à l'heure, l'historique de la conversation. Rappelez-vous, vous voulez faire une recherche de similarité. On veut les devis qui sont similaires aux demandes précédentes pour le même type de profil utilisateur. Et c'est là où, en fait, il faut créer une feedback loop. Donc, vous allez extraire les données de l'historique. Avec vos outils d'ingestion et de traitement, vous allez pouvoir recréer des vecteurs et les réinjecter dans la base vectorielle pour pouvoir avoir des informations similaires pour les prochaines requêtes. Bien sûr, vous avez les bases de données opérationnelles pour le contexte situationnel, on en a déjà parlé. Vous allez aussi alimenter ces bases-là. Et enfin, les bases de données vectorielles où vous allez ingérer vos vecteurs.
Ne pas oublier l'intégration de données de bout en bout, la gouvernance et la sécurité. C'est ce qui va vraiment vous permettre de scaler et de passer à l'échelle sur l'implémentation de l'IA générative. Donc vous avez besoin, par exemple, d'avoir un catalogue pour savoir quelle donnée est disponible, laquelle donnée vous avez besoin, comment vous y accédez, comment vous partagez la donnée entre les différentes équipes, de manière complètement sécurisée. Donc si on rentre un peu dans le détail, on a parlé de la grosse plus-value du RAG, c'est l'ingestion temps réel. Vous pouvez fournir un contexte beaucoup plus frais qu'avec les patterns de fine-tuning et d'entraînement. Donc pour ça, vous allez avoir besoin d'un bus de streaming. Vous pouvez utiliser Amazon Managed Streaming for Apache Kafka, qui vous fournit des clusters managés et serverless Kafka. Vous pouvez également utiliser Kinesis Data Stream, une technologie AWS qui est hautement automatisée avec de l'autoscaling, par exemple. Vous voyez ça un peu comme un topic as a service, en fait. Et pour la partie traitement, si vous avez besoin de traiter vos données avec de la faible latence, des algorithmes de streaming, vous pouvez utiliser Amazon Managed Service for Apache Flink, qui fournit un runtime Flink en mode serverless. Ou d'une manière plus générale, si vous voulez utiliser des frameworks Big Data, vous pouvez utiliser Amazon EMR, qui fournit un accès à des frameworks comme Spark, Hive, Trino et Flink. Donc là encore, vous avez le choix en fonction de vos use cases. J'ai parlé de l'ingestion de données, l'intégration de données à ne pas négliger, et de la gouvernance, et d'avoir un peu un back-end assez robuste et assez scalable pour vos données. Donc pour l'intégration de données, vous pouvez utiliser AWS Glue, notre outil complètement serverless d'intégration de données. Il va vous permettre de fabriquer des pipelines de données de manière très très simple. Ça repose sur Spark, donc c'est scalable. Par contre, vous n'êtes pas obligé de connaître Spark. Vous avez un catalogue de connecteurs qui vous permet de vous connecter à vos différentes sources dans le cloud, mais aussi on-premise. Et vous avez des facilitateurs pour développer ces pipelines de données comme des interfaces graphiques qui ne nécessitent pas de connaître Spark pour intégrer vos données. Vous avez également un catalogue qui va vous permettre de référencer vos schémas et de cataloguer toutes vos données, où est-ce que c'est situé, et également de les partager. Et enfin, n'oubliez pas le data lake, composant central. Vous allez pouvoir utiliser ça pour stocker toutes vos données. Je ne reviens pas sur S3, vous connaissez tous S3, le standard de facto sur les data lakes, hautement scalable et durable. Et bien sûr, vous allez l'utiliser dans vos back-ends d'IA générative. Donc on a vu le RAG. Clairement, le pattern le plus courant, encore une fois parce qu'il est plus simple à mettre en œuvre et qui permet vraiment d'apporter du contexte de manière très très rapide. Les autres patterns dont on a parlé tout à l'heure, c'était le pré-entraînement ou le fine-tuning et l'entraînement complet de modèle. Donc ça, c'est vraiment pour spécialiser un modèle de manière un peu plus approfondie. Quand vous avez un ensemble de données, alors si vous avez un petit ensemble de données, vous allez plutôt faire du fine-tuning. Si vous avez un très gros volume de données, vous allez plutôt faire un entraînement complet. Là, l'idée, c'est de prendre votre contexte d'entreprise, vos données d'entreprise. Vous allez faire la même chose que le RAG, mais directement lors de l'entraînement du modèle. Donc vous fournissez tout le contexte sémantique pendant le fine-tuning et l'entraînement. Au niveau de l'architecture de référence, c'est assez similaire. On a toujours le chemin critique, avec l'application, l'orchestration de tous les flux. On a un historique de conversation, on a du contexte situationnel. Par contre, on n'a plus de RAG. On a aussi un back-end qui va alimenter tout ça. Mais on n'a plus la base vectorielle. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est votre back-end de données, vos ingestions et votre processing qui va préparer la donnée et pendant l'entraînement, fournir le contexte au modèle. Donc tout votre contexte sémantique est directement embarqué dans votre modèle que vous mettez à disposition de l'application d'IA générative. Ça peut être un peu consommateur en ressources, donc on ne le fait pas tous les jours, encore une fois. Si vous avez besoin de fraîcheur de données, privilégiez le RAG. Ces modèles ne sont pas mutuellement exclusifs, vous pouvez les combiner. On a beaucoup de clients qui pensent à faire du fine-tuning et du RAG pour pouvoir avoir un modèle spécialisé de base, avec des datas qui ne bougent pas trop. Par contre, pour tout ce qui est besoin temps réel, avoir les dernières interactions, les dernières données d'un profil utilisateur, ce genre de choses, on va utiliser du RAG en complément du fine-tuning ou de l'entraînement.
Alors vous dites sûrement comment on démarre, comment on passe à l'échelle sur l'IA générative. Je vais faire un petit focus sur Bedrock, Amazon Bedrock, qui est le moyen le plus simple de créer des applications d'IA générative et d'implémenter les patterns qu'on a vus juste avant. Bedrock fournit déjà un accès aux principaux modèles fondationnels. Donc vous avez une API unique. Vous avez accès, par exemple, on l'a annoncé, je crois, ce matin, le dernier modèle de Mistral AI à Paris. Vous avez aussi, par exemple, accès au modèle anthropique, Claude 3. Donc vous pouvez interroger directement les modèles via l'API unique. Vous pouvez aussi implémenter le fine-tuning, donc de manière très très simple. Prenez un modèle de base, vous créez un job de fine-tuning sur vos données, il va s'occuper de tout et personnaliser votre modèle. Vous pouvez implémenter le pattern du RAG, je vais revenir un petit peu plus tard, donc à différents niveaux, à la fois la création des vecteurs, mais aussi la recherche vectorielle. Très important aussi à ne pas négliger la partie agent. On l'a vu dans l'application d'IA générative, il y a une orchestration, il y a différentes bases de données à aller consulter. Il faut orchestrer tout ça, le flux de données. Donc vous avez des agents dans Bedrock qui vont vous permettre de programmer ça de manière très très simple, d'orchestrer vos tâches en plusieurs étapes. Et vous faites ça de manière complètement sécurisée, avec un haut niveau de confidentialité. On ne partage pas vos données, elles restent chez vous, ni avec AWS, ni avec les autres clients des modèles. Alors, comment Bedrock peut vous aider sur le RAG? Il va interagir avec les bases de connaissances. On a une prise en charge native de la recherche vectorielle, du pattern RAG. Déjà, vous allez pouvoir utiliser Bedrock pour générer vos vecteurs. Donc, il va faire appel à des modèles. Vous choisissez le modèle qui vous convient. Il va prendre vos données documents texte, par exemple, et générer vos vecteurs, vos embeddings. Bedrock va aussi les stocker. Il va s'interconnecter avec des bases de connaissances et des bases vectorielles pour pouvoir les stocker une fois qu'ils sont générés. Et enfin, via les agents, vous allez pouvoir très facilement récupérer, faire votre recherche sémantique. Donc récupérer les similarités, et augmenter le prompt de l'utilisateur. Quelles sont les bases de données vectorielles qui sont disponibles dans Bedrock? Tout à l'heure, j'ai parlé de deux technologies open source qui étaient très populaires, OpenSearch et PostgreSQL. Vous avez un support natif dans Bedrock avec une interconnexion avec Amazon OpenSearch en mode serverless et Amazon Aurora pour Postgre. Ça, c'est pour les services natifs. Si vous voulez utiliser des produits partenaires, vous pouvez aussi, vous avez le choix, vous pouvez accéder par exemple à Redis Enterprise Cloud, Pinecone ou MongoDB. Donc là encore, vous avez le choix, AWS vous offre le choix en fonction de vos cas d'usage et surtout, plus important, en fonction de vos patterns d'accès aux données. Donc on a vu comment implémenter un pattern d'une architecture d'IA générative. Je vais maintenant rendre la parole à Étienne, qui va vous expliquer comment AWS peut vous aider à passer à l'échelle au niveau de votre entreprise. Merci Vincent pour cette belle présentation sur les architectures de référence pour le RAG et pour le fine-tuning. Maintenant, je vais essayer de vous aider à répondre à la question, mais pourquoi je le ferai avec AWS? Et donc, on va, dans les minutes qui viennent, répondre à cette question avec 3 éléments. Exhaustivité, intégration et gouvernance. Exhaustivité, je ne vais pas faire la liste de tous les services AWS, ça prendrait quelques minutes. Mais pour la partie architecture de données moderne, Vincent vous l'a déjà démontré, vous avez à votre disposition sur AWS des bases de données relationnelles, non relationnelles pour la recherche vectorielle. Vous avez des services de streaming, vous avez des entrepôts de données, un data lake. Vous pouvez faire toutes vos workloads de big data sur AWS. Vous pouvez également, c'est la partie droite de l'écran, faire du machine learning, créer vos modèles de zéro avec Amazon SageMaker, qui est la plateforme de machine learning d'AWS. Si vous voulez designer un modèle, l'entraîner, préparer les données, si vous voulez faire l'entraînement, l'inférence, le monitoring de votre modèle, Amazon SageMaker fait ça pour vous. On a des applications, des services d'IA générative, donc Amazon Bedrock évidemment, dont vous venez d'entendre parler. Vous avez entendu parler, je le répète, que Mistral Large est disponible sur Bedrock depuis ce matin. Donc si vous voulez tester le dernier modèle de Mistral, vous pouvez le faire sur la région Paris d'AWS. Il y a d'autres applications d'IA générative, Code Whisperer pour les développeurs, vous avez Amazon Q pour les gens qui ne veulent, pour les personnes qui ne veulent pas développer mais qui veulent faire une application d'IA générative sans toucher au code. Et on a également des solutions d'informatique décisionnelle, QuickSight, Amazon QuickSight par exemple. L'idée de cette slide, c'est de vous montrer que AWS vous propose un ensemble complet de services
pour la partie données et architecture de données. C'est la partie exhaustivité. Pourquoi AWS? Également pour l'intégration, la connexion facile à toutes vos données. Vincent en a un petit peu parlé précédemment. Première chose, entre les services, tous ces services d'AWS pour la donnée, vous avez une intégration directe quasiment entre chaque paire de services. Autrement dit, vous n'avez pas besoin vous-même d'écrire un petit bout de code qui va permettre de passer du service A au service B. L'idée chez nous, c'est de vous faciliter la vie et d'avoir une intégration directe pour éliminer le TL au maximum entre nos services quand vous êtes dans votre compte AWS. Mais ce n'est pas tout. C'est aussi important que vous ayez une connexion importante et un nombre de connecteurs important vers l'extérieur. Donc avec AWS, vous avez des connecteurs vers des centaines de sources de données depuis et vers des services de partenaires ou des services tiers. Donc voilà, l'idée, c'est pas de dire on fait de l'intégration que entre nos services, mais c'est aussi quand vous voulez vous connecter à l'extérieur, vous avez de plus en plus de connecteurs. Et donc là, on vous en cite des centaines pour être en mesure de pas avoir, pour vous éviter d'avoir à réécrire du code 10 fois la même chose pour simplement faire du passage de données. Donc on a dit exhaustivité, intégration. Il reste la partie gouvernance des données. C'est une partie importante évidemment quand on a des gros volumes de données et en particulier des grands nombres d'utilisateurs. Qu'est-ce que vous avez à votre disposition? Qu'est-ce qu'AWS met à votre disposition aujourd'hui pour vous assurer la bonne gouvernance de vos données? Sur la partie donc de gauche qui est ce que Vincent nommait le chemin critique tout à l'heure, eh bien évidemment vous avez AWS IAM, donc Identity and Access Management pour la partie création d'identité, qui peut venir se connecter. Amazon Cognito pour la partie authentification. Pour la partie back-end en coulisses, évidemment ça ne s'arrête pas simplement à ce que l'utilisateur ou à la connexion de l'utilisateur à votre application. Vous voulez, pour la partie plus data, utiliser AWS Glue pour ce qui est qualité de données, catalogage, métadonnées. Lake-Formation pour la partie autorisation centralisée. Et DataZone, qui est un service relativement récent dans le portfolio d'AWS, qui permet de faire de la découverte et du partage de datasets, et donc partage de données dans votre équipe vers une autre équipe. C'est pour rationaliser la manière dont on partage et dont on découvre et on met à disposition des ensembles de données à vos clients internes, principalement. Sur le machine learning, vous avez aussi besoin de gouvernance. Qui a le droit de modifier un modèle de machine learning? Qui a le droit de l'entraîner? Qui a le droit de faire de l'inférence dessus? Qui peut modifier les données, le dataset d'entraînement? Ces fonctionnalités vous sont offertes par Amazon SageMaker, donc vous avez des fonctionnalités de gouvernance du machine learning. Donc, on récapitule, on avait exhaustivité, intégration, ça c'était gouvernance. Ce sont 3 raisons pour lesquelles on pense qu'utiliser AWS pour les architectures de données modernes est une très très bonne idée. On arrive à la fin de la présentation. Premièrement, on est là pour vous aider. On va rester avec Vincent quelques minutes après la présentation si vous avez des questions sur le RAG, sur le fine-tuning, sur l'IA générative et sur les architectures de données modernes. Donc, on est là pour vous aider. AWS, c'est une entreprise qui met le client au cœur de ses réflexions. Donc, si vous avez des questions, il ne faut vraiment pas hésiter à aller voir vos équipes de compte AWS ou les spécialistes dont Vincent et moi faisons partie. On a des programmes pour la partie data, on a des programmes d'accompagnement sur la data. Je vais en citer 3. Data Driven Everything, donc D2E, qui s'adresse plutôt aux dirigeants et aux gens aux personnes qui veulent mettre en place une vision long terme sur la donnée, sur votre stratégie donnée dans votre entreprise. On a AWS for Data, AWS pour les données au milieu, qui là vous aide à faire une vision organisationnelle et vous aide à la définition d'un premier pilote. Comment est-ce qu'on fait pour aller de l'idée jusqu'à la production et au delivery de votre premier pilote. Et enfin, AWS Reimagine Data. Là, c'est plutôt pour la partie modernisation et migration de vos bases de données. Autrement dit, on a des services, on a des programmes qui sont là pour vous aider. Donc, vous pouvez vraiment venir nous voir et on peut vous intégrer dans ces programmes. Donc, n'hésitez pas. Si vous êtes en train d'hésiter, si vous ne savez pas encore comment vous y prendre, on sera ravis de vous accompagner sur ces sujets. Enfin, très brièvement, petit rappel, si vous ne connaissez pas Skill Builder, vous avez 7 jours d'essai gratuits. Si vous voulez découvrir AWS, il y en a parmi vous qui ne connaissent pas encore AWS et comment fonctionne le cloud, vous avez des formations gratuites fournies par AWS. N'hésitez pas à en profiter et à en bénéficier. On arrive à la fin de notre présentation. Donc, merci beaucoup Vincent pour cette belle explication technique des architectures RAG et fine-tuning. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Merci également, si vous le pouvez, de répondre à l'enquête de satisfaction. C'est important chez AWS, on aime bien le feedback et mesurer, on aime bien les datas, donc on aime bien mesurer est-ce que nos sessions plaisent. Donc n'hésitez pas à répondre à l'enquête de satisfaction sur l'application mobile AWS Events. Voilà. Eh bien, merci encore à toutes et à tous pour votre attention et bonne fin de summit.